Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons diffuser l'enregistrement de l'exposé de Nicolas Ruf sur la thématique de l'open source et de la cybersécurité. Cet enregistrement a été réalisé lors de l'événement Open Source Experience 2023. Bonne écoute. Alors, si on parle open source et sécurité, il y a un long historique qui est peut-être aussi vieux que l'open source lui-même. Alors, je suis remonté qu'à 2003, même si je faisais de la sécurité avant. Mais en 2003, il y avait déjà eu une tentative de backdoor dans le noyau Linux qui, franchement, était vraiment assez génial parce qu'il y avait un test qui était, en gros, dans if UID égale 0. Et bon, les jeunes ne connaissent plus le C, donc je m'adresse à la partie droite de la salle. Dans le C, en fait, pour faire un test d'égalité, c'est if UID égale 0. Mais si on fait if UID égale 0, du coup, ça donne les droits à route au process appelant. Et cette backdoor est assez belle. Franchement, on n'a jamais trouvé qui était derrière, d'ailleurs. Puis après, il y a eu plein d'histoires. Il y a eu l'histoire de LeftPad qui était quand même un monument et qui a eu une legacy derrière, qui a provoqué des actions dans le monde de l'open source. LeftPad, c'est en gros un développeur qui en avait marre et du coup, il a enlevé son paquet de NPM. Et le problème, c'est que ça a cassé, je crois, 30% des paquets NPM à l'époque. Parce qu'il faut voir que dans tout ce monde-là, par exemple, il y a un paquet qui s'appelle isTrue. Non, isOdd, voilà. Le paquet isOdd vous dit si un nombre est impair et lui-même dépend d'un paquet qui s'appelle isEven qui vous dit si le nombre est pair. Et donc, voilà, il y a des chaînes de dépendance dans l'écosystème NPM et elles sont assez fabuleuses. Donc, le gars a cassé 30% de l'écosystème NPM avec son affaire. Il y a MageCart qui est en fait des Nord-Coréens qui veulent des numéros de carte bleue, mais tout ça, ça se passe par des librairies tierce parties. Donc, par exemple, je pense à jQuery. Si aujourd'hui vous êtes capable de remplacer la version minifiée de jQuery sur un CDN, j'ai pas de chiffres, mais je pense que vous backdoorez 50% de l'internet. Et c'est un peu ce qu'ils faisaient à l'époque avec MageCart, qui était en fait une backdoor pour Magento, le site de e-commerce bien connu, et qui allait récupérer des numéros de carte bleue. On va pas se mentir, le truc qui a vraiment tout changé, c'est l'attaque sur SolarWinds en 2020, et dont je vais beaucoup parler après. Pourquoi ça a tout changé ? Parce que là, ça a été vraiment une catastrophe pour énormément d'administrations américaines très sensibles. Et ce qui est rigolo, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec l'open source. C'est-à-dire que si le commercial propriétaire pour Windows écrit en C#, mais on va dire un groupe d'attaquants affiliés à la Russie a réussi à backdoorer leur système et ça a eu des conséquences à très long terme sur l'écosystème. Et ça a provoqué plein de choses dans le monde open source qui n'ont absolument rien à voir avec l'édition logicielle propriétaire. Bon, après, j'ai mis quelques autres trucs rigolos comme cet universitaire américain qui avait payé un thésard en fait pour tenter de backdoorer Linux en 2021, donc beaucoup plus tard. Et l'entièreté de l'université du Minnesota a été interdite de comité dans Linux après ça, suite à cette recherche éthique, entre guillemets, que les auditeurs du podcast ne voient pas les guillemets autour de éthique. Et puis, il y a eu un cas un peu similaire à SolarWinds, qui est un logiciel qui s'appelait 3CX, qui je crois que c'était un soft phone, mais j'en suis pas complètement sûr. Oui, on me dit oui dans la salle. Mais ce qui est bien avec 3CX, c'est que c'est une attaque vraiment intéressante dans le sens où c'est basé sur de l'open source. Donc c'est une backdoor dans un logiciel open source qui n'existe pas dans le code source, mais le développeur n'arrivait pas à compiler pour Windows, et donc il a pris un module précompilé chez quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le projet d'origine. Et ce module, lui, avait une backdoor qui avait été insérée à la compilation. Donc ça va aussi, on va dire, ça a des impacts intéressants parce que l'open source, c'est bien, mais il faut avoir l'assurance de bout en bout entre le moment où on fait un commit dans le code et le moment où, en fait, le binaire s'exécute chez le client final. Et ça, c'est un exemple, cette histoire de 3CX, c'est vraiment un exemple intéressant. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a aux États-Unis ce qui s'appelle l'Executive Order numéro 40028, et qui dit un certain nombre de choses, mais donc par exemple il va falloir que le gouvernement américain en fait évalue la sécurité des logiciels et évalue la sécurité des logiciels de bout en bout en fait. Donc Executive Order, c'est quelque chose qui est signé directement par la Maison Blanche, donc par le président des États-Unis, et qui après va s'appliquer en cascade sur les administrations fédérales. Et en fait, comme en France, aux États-Unis, l'administration fédérale représente une part énorme de la dépense, donc
tout le monde veut travailler avec l'administration fédérale et donc en fait cet executive order va s'appliquer à tout le monde en cascade en fait. Donc évidemment comme il y a de l'argent et comme il y a des enjeux politiques et tout le monde a voulu faire le bon élève, donc aux États-Unis les organismes qui font de la sécurité sont extrêmement nombreux, ou qui on va dire qui sont impactés en cascade par cet executive order sont extrêmement nombreux. Hein. Donc par exemple il y a le NIST que vous connaissez parce que c'est eux qui font toutes les certifications de type FIPS 140 par exemple, donc certification crypto. Il y a la CISA qui est aussi un organisme américain qui va plus travailler avec les administrations. Il y a le MITRE dont je parle après, mais qui est en fait qui a un statut un peu hybride, mais qui est l'organisme qui assigne les CVE, donc les numéros de vulnérabilité. Donc c'est quand même un acteur clé de l'écosystème de sécurité. En Europe, on a aussi l'ENISA, hein, qui est une agence de sécurité européenne qui a publié des choses sur la cybersécurité et la supply chain, assez similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des organismes à but non lucratif. Alors j'ai cité que des organismes américains parce que c'est les plus gros, les plus connus. Donc par exemple la Cloud Native, Cloud Native Foundation, et il y a un C, je ne sais plus ce qu'il veut dire. OpenSSF, c'est Open Security Software Foundation ou un truc comme ça. Mais il y a aussi des acteurs de normalisation. Par exemple, il existe une norme ISO qui s'appelle SPDX, dont je parle après, mais c'est le standard qui définit les Software Bill of Materials. Et donc ça, c'est fait par l'ISO, qui est un organisme de normalisation international. Il y a des acteurs privés, hein, parce que quand le gouvernement américain a dit la supply chain, c'est une priorité, Google a dit on met 10 milliards de dollars sur la table, et Microsoft a dit si c'est comme ça, nous on met 20 milliards de dollars sur la table. C'est pas du tout un concours, hein, mais c'est ce qu'ils ont annoncé. Et puis en fait, il y a plein d'acteurs privés, parce qu'aujourd'hui, la sécurité de l'écosystème open source, quels que soient les mérites de SourceForge et GitLab et Adulact, ça dépend quand même beaucoup de GitHub, mais il y a aussi tous les dépôts de package type PyPy, NPM et autres. Voilà. Donc si on prend sur les... Bon là j'ai mis quelques liens que les auditeurs du podcast ne verront pas mais qui seront probablement dans les références de l'épisode. Tous les hébergeurs de paquets ont tous annoncé des mesures pour renforcer la sécurité des paquets les plus populaires sur leur plateforme. Donc je vais partiellement détailler après. Alors la sécurité de la supply chain, ça ne se résume pas aux failles de sécurité. Les failles de sécurité, finalement, c'est un processus qui est assez bien géré. C'est-à-dire que quelqu'un, en moyenne, je ne sais plus quelles sont les stats, mais dans un code C, on estime qu'il y a un bug tous les 1000 lignes de code. Je ne sais pas quelles sont les stats sur Rust ou autre, mais voilà, il y a une densité de bugs dans le code qui est liée au fait que les gens font des erreurs. Et c'est des processus qui sont assez standardisés. En fait, on a d'autres problèmes dans la supply chain. Typiquement le vol de compte ou les gens qui revendent leur projet à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais je vais quand même commencer par le suivi des vulnérabilités parce que c'est la base. Et la base, c'est de scanner son code pour savoir s'il y a des vulnérabilités connues. Qui est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus exigé par le gouvernement américain. C'est-à-dire quand on livre un logiciel, on doit être capable de dire quelle est la liste des CVE et quelle est... Donc des CVE, c'est Common Vulnerability on Exposure. Donc c'est un numéro d'identification unique qui est attribué à chaque faille connue. Et on doit être capable de dire quelle est la liste des CVE qui s'applique à un projet à un instant donné et quel est le temps de correction qu'on va mettre en fonction de la criticité de la faille. Alors mine de rien, définir ce que c'est qu'une faille de sécurité et gérer la liste des failles de sécurité, c'est un problème qui est loin d'être résolu. Typiquement, vous pouvez obtenir des CVE que pour des code defects, c'est-à-dire des défauts de programmation dans le code. Mais si par exemple vous avez une configuration par défaut qui est non sécurisée, si vous avez un logiciel qui par défaut est accessible de manière anonyme, ça n'a pas de CVE parce que c'est pas une faille en fait, c'est juste une configuration, c'est un mode de fonctionnement normal du logiciel. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne suivent pas le CVE. Et par exemple Snyk, qui est une entreprise privée, va délivrer ses propres identifiants à des failles qui vont pas forcément correspondre à des CVE publiés par le MITRE. Du coup, vous connaissez le XKCD avec les 14 standards. Bien maintenant, il y a un 15e standard qui s'appelle le standard OSV et qui va être en fait une description JSON qui va essayer de pouvoir décrire ce que c'est qu'une faille de sécurité, quelle que soit la source qui l'a publiée. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, je pense 1 ou 2 ans, et qui mérite d'être un peu plus connu. Bon, j'ai mis 3 petits points, parce que j'ai cité Snyk, qui est un fournisseur commercial, mais évidemment, il en existe plein, et Snyk est plutôt présent dans l'écosystème NPM, mais il y a plein d'autres vendeurs qui sont plus spécialisés dans d'autres écosystèmes, donc je voulais pas favoriser un vendeur plutôt qu'un autre.
Voilà, donc ça c'est ce que je... Alors, une autre personne qui publie beaucoup d'advisories de sécurité aujourd'hui, c'est GitHub par exemple. Et GitHub, ils ont leur propre mécanisme d'identification qui est à base de JUID. Et donc en fait, contrairement aux CVE qui sont, on va dire, relativement mémorisables, les identifiants des vulnérabilités GitHub sont impossibles à mémoriser. C'est des UID 128 bits, ça n'a aucun sens. Mais par contre, comme ils hébergent pas mal de projets open source, ils ont leur propre système de reporting de vulnérabilité, leur propre système de publication de vulnérabilité. Je savais pas qui m'écouterait aujourd'hui. On m'a dit que le salon était un mix de développeurs, de sysadmins, de RSSI, de gens qui cherchent du travail, etc. Ou de fans de No Limit Sécu. Mais donc, si jamais par hasard vous êtes mainteneur d'un projet GitHub, you have one job. Et ce job, c'est d'avoir une manière pour les gens de vous rapporter des failles de sécurité et ensuite de les documenter et de les publier de manière univoque, quel que soit le système que vous utilisez, que ce soit un CVE, que ce soit un GitHub ou autre. Et ça, c'est la clé en fait de tous les scanners de vulnérabilité. Si vous n'avez pas un numéro unique, quel que soit le vendeur qui l'a assigné à votre vulnérabilité, elle n'existe pas, elle ne sera jamais détectée. Quand je parle d'assignation de numéros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un numéro CVE, soit il faut passer par un portail du MITRE, soit il faut être CNA. Donc Numbering Authority. Donc les gros éditeurs en fait peuvent assigner. Ils ont des numéros qui sont pré-enregistrés et ils vont assigner eux-mêmes des numéros à des failles connues. C'est comme ça qu'il y a eu un cas récent sur une vulnérabilité dans une librairie d'images dont je ne me souviens plus le nom, mais qui affectait à la fois iOS et Chrome. Et en fait, Apple et Google ont affecté des numéros différents à cette même faille parce que chacun l'a corrigé de son côté en fait dans son logiciel, quoi. En général, il y a toujours une question sur les bug bounty parce que je ne sais pas si c'est encore populaire, mais il y a quelques années, il y avait un gros marketing autour du bug bounty. Il faut savoir qu'on a au moins 3 plateformes de bug bounty en France. Donc, c'est bien d'avoir des bug bounty si vous êtes mainteneur d'un très gros projet open source ou logiciel, mais le bug bounty, ça demande une vraie maturité. C'est-à-dire que derrière, il faut être capable de répondre en moins de 24 heures, il faut être capable de faire du triage sur des milliers de bug reports, etc. Donc, c'est pas, si vous êtes tout seul à maintenir une librairie d'images, je pense que ça fait pas de sens, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bug bounty, évidemment, qui sont ce qu'on imagine. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec le bug bounty, mais le bug bounty, c'est en gros, si quelqu'un vous rapporte une faille avant d'avoir fait quoi que ce soit de malveillant avec, vous pouvez lui donner de l'argent en échange. Et par exemple, Google a des programmes qui sont un petit peu différents. Par exemple, le patch reward, c'est si vous allez faire une correction systématique dans un logiciel open source très utilisé. Donc, par exemple, si vous prenez une librairie comme React et que vous implémentez Trusted Type dedans, vous pouvez aussi payer par Google pour avoir fait ça, même si vous appartenez pas au projet React. KCTF, c'est un petit peu différent. C'est un programme qui visait à acheter des failles dans le noyau Linux. Parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, tous les hébergeurs de cloud ont une dépendance assez forte à tout ce qui est containerisation. Et le seul moyen de sortir d'un container, c'est d'avoir une faille dans le noyau Linux. Enfin, à part grosse configuration improbable comme exposer la socket de contrôle dans le container, mais ça, on va dire que c'est un problème géré. Enfin, des outils automatiques peuvent le détecter. Par contre, les failles dans le noyau Linux, c'est plus difficile à détecter. Et donc, le programme KCTF a quand même des bounties qui vont entre 50 et 200 000 $, je crois. Donc, ça permet d'avoir un certain niveau d'assurance sur le noyau, on va dire. Il y a un autre sujet, je ne sais pas jusqu'à quel point il est populaire en France ou en Europe, mais il dépend directement de l'executive order, c'est tout ce qui est Software Bill of Material. Donc le Bill of Material, c'est un concept qui vient du monde du hardware. Donc si vous voulez fabriquer une carte électronique, vous avez besoin de la liste des composants qui sont soudés dessus, en gros. En software, c'est pareil. C'est-à-dire que vous faites un logiciel aujourd'hui, particulièrement dans l'écosystème NPM, souvent vous avez des milliers de dépendances. Et donc, à un instant donné, est-ce que vous voulez pouvoir répondre à la question, est-ce que je suis vulnérable à la faille Log4j, par exemple, Log4Shell, qui a affecté la librairie Log4j 1. Je sais plus combien celui-là, voilà. Et donc, pour faire ça, il faut avoir la liste de toutes les dépendances directes et indirectes du projet. Et c'est vraiment pas évident parce que souvent, il peut y avoir des dépendances, par exemple, qui vont elles-mêmes aller comment on dit en français, mais récupérer des projets GitHub et les intégrer au moment de la compilation, sans forcément que ce soit explicitement marqué dans les dépendances du projet. Donc c'est un vrai travail de titan. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui s'y collent. Donc deps.dev, par exemple, vous permet d'aller explorer les dépendances directes et indirectes des projets open source majeurs. Il y a ce fameux SPDX dont j'ai parlé tout à l'heure, la norme ISO, je sais plus combien, qui est la manière en fait de décrire la liste des logiciels, parce que décrire un logiciel de manière univoque, c'est aussi un problème qui est pas évident.
Si vous dites j'ai SSH, je sais pas 2.17, je sais pas combien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Ubuntu ou Debian, ça va pas être la même version parce que toutes les distributions Linux vont en fait backporter un certain nombre de patchs ou de failles qui ont été trouvées dans les versions ultérieures. Et donc du coup, la version de SSH de je sais pas 2.17 de Debian n'a pas les mêmes failles que la 2.17 de Ubuntu. Enfin, c'est pas un mauvais exemple parce que Debian et Ubuntu partagent un peu la même base, mais on va dire que de Mandriva, non, ça n'existe plus Mandriva. Bon voilà, référence de boomer. Voilà. Bon, après, il y a Guac qui est plus orienté Kubernetes. Et puis, il y a l'OWASP aussi, évidemment, qui est au départ, OWASP, Open Web Application Security Project. Donc, au départ, ils étaient plus orientés web, mais aujourd'hui, ils se mettent en fait dans tous les domaines qui sont liés à la sécurité. Ils ont fait des travaux aussi dans le domaine du software bill of material. Et honnêtement, je suis pas développeur, je suis pas sysadmin. Moi, mon boulot, ça consiste à critiquer le travail des autres. Donc, je suis absolument incapable de faire tout ça. Mais je sais que ça existe et je sais pas quel standard va gagner en vrai. Voilà. Donc après, là, on était à un niveau assez bas. On était sur la description JSON des software bill of material. Mais le problème, c'est vraiment un problème de bout en bout. C'est-à-dire, si je suis un développeur, je fais un commit dans un projet, il va se passer beaucoup d'étapes avant que on va dire le binaire compilé, enfin la partie binaire compilée de ce que j'ai commité se retrouve dans un paquet Debian par exemple. Et beaucoup de gens vont par exemple avoir des CI/CD, donc en fait la pull request va être traitée dans un système d'intégration continue. Ensuite ça va être mergé, ensuite potentiellement il va se passer plein de choses. Et tous les projets type Intoto ou ShaneGuard, donc il y a un truc commercial, donc je fais pas la promotion de celui-là par rapport à un autre, mais ou Salsa qui a plutôt un ensemble de bonnes pratiques, vont essayer d'expliciter en fait comment faire en sorte pour que au niveau du commit, au niveau du compilateur, au niveau de la CI/CD, au niveau des approbations multipartites, au niveau de au niveau de la signature de paquets, etc. Comment assurer la sécurité en fait de bout en bout. Et ça, c'est un problème qui est vraiment très très compliqué, surtout s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Donc, si vous avez à la fois Jenkins, GitHub, un système interne, LLVM, voilà, tout ça, c'est des gens qui font aussi partie de la supply chain. Vous pensez que la liste de vos packages va être dans votre yarn.log ou quelque chose comme ça, mais le compilateur lui-même fait aussi partie de la supply chain en fait. C'est le fameux Trusting Trust, Reflection on Trusting Trust des années 90 où en fait on avait déjà prouvé à l'époque qu'il était possible de backdoorer le compilateur C de manière persistante, c'est-à-dire que quand on recompilait le compilateur C, en fait la backdoor persistait quelles que soient les versions ultérieures qui étaient produites. Tout ça en fait c'est des choses qui ont pour but en fait pas forcément d'empêcher les commits malveillants, parce que ça, c'est un problème qui est prouvé indécidable de manière théorique. Vous recevez un commit sur GitHub, d'un point de vue mathématique, vous ne pouvez pas savoir si c'est malveillant ou pas. C'est indécidable, en fait. Par contre, ce que va permettre tous ces frameworks, c'est de remonter, en fait, de pouvoir faire de l'attribution entre une ligne de binaire, on va dire, et un commit, donc de l'imputabilité, et de pouvoir retrouver, en fait, toutes les dépendances et tous les paquets qui ont été poussés avec ce problème. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez avoir en prod si vous voulez faire de la réponse à incident correctement. Bon, après, là, je vous parle de trucs super modernes et super fancy, mais il y a des problèmes très très simples qui sont pas encore totalement réglés. Hein. Le problème des mots de passe, typiquement, si vous êtes développeur et que vous faites voler votre mot de passe GitHub ou une clé d'API qui traînait dans un vieux fichier, voilà, n'importe qui peut backdoorer votre projet. C'est pour ça que la plupart à la fois GitHub et à la fois PyPy et d'autres ont rendu obligatoire le second facteur pour les gens qui committent dans des projets avec beaucoup d'étoiles ou de pools, enfin de forks. Et il y en a qui vont carrément jusqu'à vous envoyer des YubiKey par la poste si vous êtes suffisamment important, quoi. Donc ça s'applique à NPM, RubyGems et autres. Voilà. Et puis dans les trucs quand même qu'on peut dire qui existent depuis la nuit des temps mais qui marchent pas si mal, c'est la signature des paquets Debian qui à ma connaissance utilise GPG, chose que vous n'avez peut-être pas vue depuis fort longtemps parce que je crois que ça s'est un peu perdu dans l'usage des mails, mais voilà. Quelqu'un n'est pas d'accord, il y aura des questions à la fin, c'est bien. Il y a un deuxième micro là, hein. N'hésitez pas à venir sur l'estrade, j'adore les trolls. Et puis, il y a d'autres mécanismes qui n'ont rien à voir avec la chaîne de développement, en fait. Et je pense à un mécanisme très spécifique au web, mais qui permet de bloquer la tâche MageCart. C'est le Sub-Resource Integrity. Donc, en fait, vous dites, je vais aller chercher jQuery sur un CDN que je contrôle pas, mais je veux absolument que le hash du jQuery que je pull, ce soit celui-là. Et s'il a changé, ma page web va pas se charger. Et ça bloque toutes les attaques type MageCart, par exemple. Donc, c'est des mécanismes qui existent depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans. Enfin, ouais, c'est un mécanisme web classique et qui a aussi son mérite, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs modernes, très fancy, quoi. Voilà.
j'ai plus ou moins fini. Je vais quand même donner pas mal de références, en particulier tout ce qui est fait l'Open Security Software Foundation. Donc, par exemple, le projet All-Star qui vous permet d'avoir une note sur GitHub en fonction de la qualité de votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attaques dans GitHub sur la CI/CD parce que c'est très facile de faire des erreurs. Souvent, ce que font les gens, c'est que quand ils reçoivent une pull request, ils vont d'abord faire tourner un pipeline pour vérifier que la pull request ne casse pas le projet. Avant qu'un humain regarde quoi que ce soit, il faut que tout soit green. En fait, c'est du push and green, quoi. Et pour faire ça, la pull request va être prise et exécutée dans un environnement. Et le truc, c'est qu'il y a certains scripts d'exécution qui vont aller prendre, par exemple, le titre de la pull request et l'intégrer dans un log ou ce genre de choses. Donc, évidemment, si à ce moment-là, vous mettez un petit backtick commande quelque chose, n'importe qui peut exécuter du code dans votre chaîne de CI/CD. Et si elle s'exécute sur des environnements cloud, du coup, après, ça donne accès, on va dire, au serveur de metadata, donc du coup, à des tokens d'accès. Enfin, ça peut vite déraper, quoi. Donc voilà, il y a eu plein de projets intéressants là-dessus au niveau de l'OpenSSF. Donc sur, on va dire, la sécurisation des projets GitHub et le rating des projets open source. Après, bon, je sais pas si vous connaissez la newsletter TLDRSec, mais c'est un truc auquel on peut s'abonner gratuitement. Mais ils ont fait une édition spéciale entièrement consacré à la sécurité de la supply chain et en fait qui reprend en fait tous les trucs qu'il y a besoin de savoir. Donc je vois que tout le monde prend des photos depuis le début de la conférence, mais en fait ce lien contient tous les trucs à savoir. Après il y a d'autres trucs un peu plus obscurs, comme la proposition de Google qui s'appelle Assured Open Source Software. Non, je pense pas qu'il est appelé comme ça parce que c'est ASS en anglais. Je pense que ça marche pas. Mais c'est un truc qui vous dit, en gros, voilà la liste des projets qui sont des projets majeurs dans lesquels il y a de la revue de code. Par exemple, il y a du multi-party approval, un développeur individuel sous la contrainte, tu peux pas aller backdoorer le projet, etc. Tous les développeurs ont de 2FA et autres. Et donc, c'est la liste, on va dire, des choses dans lesquelles vous pouvez avoir confiance. Voilà. Après le reste, bon, j'ai mis des trucs un peu plus obscurs, typiquement le mvsp.dev. Donc ça, c'est Minimum Viable Security Product. Donc en fait, c'est quelles sont les contraintes minimum qu'un produit doit vérifier pour faire le minimum en 2023, quoi. C'est un peu tangentiel par rapport à la sécurité de l'open source, mais c'est quand même une ressource intéressante parce que c'est quelque chose que les gros fournisseurs américains tentent d'imposer à leurs plus petits fournisseurs. Bon, je sais pas, récemment, il y a eu une faille dans Okta qui a fait pas mal parler d'elle, et Okta, c'est un prestataire qui est utilisé par beaucoup d'industries de tiers 1. Donc voilà, c'est ce genre de liste de recommandations, et on essaye de percoler dans toute la supply chain, on va dire. Voilà, je suis arrivé au bout. Il y a un deuxième micro. Si vous voulez troller, poser des questions, faire des compliments sur le podcast, n'hésitez pas. Je passe le micro à un utilisateur de GPG. Bonjour. Oui, du coup, moi j'utilise GPG. Je signe mes commits avec GPG, je signe mes mails et je chiffre même mes mots de passe GPG, avec GPG, sur NewBikey. Je suis seul à le faire, mais c'est plutôt cool. Et il y a des guides très bien faits, on peut faire encore beaucoup de choses avec GPG. Et j'écoute le podcast depuis 2-3 ans, je crois. Petite question, est-ce que c'est compliqué de retrouver des invités, etc. Parce que c'est vrai que la qualité des invités est très souvent au rendez-vous. Avec un rythme soutenu, retrouver des sujets, des invités, est-ce que c'est compliqué Oui, c'est compliqué de trouver des invités. Bon, d'abord, merci d'écouter le podcast. De rien. Oui, c'est compliqué de trouver des invités parce que il y a beaucoup de gens qui osent pas. Et puis, en fait, quand on est dans la cybersécurité, on est un petit peu dans une niche. Et on connaît pas forcément. Là, quand on a interviewé le projet Sigstore, par exemple, c'est quelque chose qui est poussé par Red Hat. Mais en fait, c'est vraiment un truc de développeurs. Et en fait, les développeurs et les gens de la sécurité ne se parlent pas vraiment. Donc, il y a pas mal de projets intéressants dans le milieu du dev dont les experts sécurité n'ont jamais entendu parler et qui du coup, ils ne savent pas recommander à leurs développeurs. Donc, l'adresse de contact, c'est nolimitsecu@nolimitsecu.fr. Contact@nolimitsecu ne marche pas parce qu'elle reçoit trop de spam, mais nolimitsecu@nolimitsecu.fr. Si vous voulez proposer des idées, n'hésitez pas. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a souvent beaucoup de problèmes techniques avec les intervenants, parce qu'on enregistre à distance. Et comme je disais, avoir une caméra, avoir une connexion Internet, parce que beaucoup de gens ont bougé, on va dire, au fin fond de la France pendant le confinement. Et parfois, avoir une connexion Internet, avoir du son de bonne qualité, c'est pas toujours évident, quoi. C'est ça aussi un problème qu'on a avec les intervenants. Et pour en revenir à GPG, en fait, c'est quand même un problème intéressant. Alors, il y a eu un très bon article de blog, je crois, je me demande si c'était pas Filippo Valsorbe, un des mainteneurs de la crypto d'Ango, qui expliquait qu'en gros GPG était mort pour plein de raisons.
Bon, il y a une raison. Par exemple, il y avait une attaque qui était qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de signer des clés. Et qu'en fait, s'il y avait 10 000 personnes différentes qui signaient une clé, ben, en fait, la clé était inutilisable parce que les logiciels ne finissaient jamais la vérification des signatures, en fait. Mais de manière générale, le problème avec GPG et tous les autres, ou TLS et autres, c'est la distribution et la gestion des clés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de projets comme Sixtor ou quand même comme la signature d'APK sous Android qui, en fait, utilisent des clés jetables, entre guillemets. C'est-à-dire que le seul truc dont on est sûr, c'est que quelqu'un a signé à un moment et ça permet en fait de savoir par exemple que 2 commits viennent de la même personne parce qu'ils ont été signés avec la même clé. Mais en fait, on s'en fout de la clé. On n'a pas besoin de la connaître et on peut l'acheter. Enfin, elle est intégrée dans le paquet, mais on n'a pas besoin d'avoir une autorité tierce qui la valide ou de la générer d'une certaine manière. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, l'usage de la crypto a relativement changé. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui utilisent des clés jetables, mais qui permettent juste de faire de l'attribution en fait à un instant donné. Alors Sixtor est beaucoup plus compliqué que ça parce que je crois qu'ils ont un système un peu comme Certificate Transparency, où ils maintiennent en fait un log de clés qui permet de savoir. En fait, tous les commits ne sont pas forcément signés avec la même clé, mais on sait que c'est la même personne parce que ça appartient à la même branche dans l'arbre, etc. Alors là, je vous invite à écouter l'épisode parce que je ne vais pas faire de la crypto à l'oral en agitant les mains. Oui, il y avait un épisode dessus, il me semble, sur le mail notamment. Vous avez parlé de GPG, où le fait que c'était assez compliqué le chiffrement sur le mail. Oui, mais en fait. Le mail, c'est symptomatique du problème de la distribution de clés. C'est-à-dire qu'il y a soit la distribution pair à pair, qui est utilisée par Allvid aussi, dans les systèmes de messagerie instantanée, qui est on échange la clé GPG, soit le système SMIME, qui est le même que TLS sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des autorités centrales qui délivrent des clés. Et en fait, ce qu'il faudrait pour que ça marche sur le mail aujourd'hui, je pense, c'est une sorte de Certificate Transparency, où il n'y a plus vraiment, ou de Let's Encrypt, donc il n'y a plus vraiment d'autorité centrale, mais par contre, on peut assurer que une clé appartient à quelqu'un à un instant donné. Et il me semble que c'était un peu la promesse de Keybase à un moment, mais je ne sais pas trop ce que c'est devenu, parce que je crois qu'ils ont été rachetés et que je ne sais pas si les gens l'utilisent encore quand même. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer à la postérité aujourd'hui? Sinon, on peut arrêter là, il reste 4 minutes sur le créneau officiel, donc on a fait le job. Merci.